montrer ce qui est possible quand on veut. Tu sais, quand il y a des entreprises qui disent on peut pas faire ça, puis là tu te dis c'est pas de même que ça marche. Can't or won't. C'est un livre dangereux. Moi, à partir du moment où je l'ai terminé, il y a plusieurs années, il était hors de question que je vive autre chose que ce qui était là-dedans. L'année passée, on a fait 8 milliards de profits, puis cette année, juste 6 milliards. Juste 6 milliards de profits, la moitié du staff dehors. Il va falloir couper du monde. Ouais. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Pierre, Olivier, on a un épisode dangereux aujourd'hui. Vous êtes prévenus. Je sais pas si tu te souviens, il y a 2 épisodes, on a parlé de Reinventing Organizations. oui. Que je considérais aussi un épisode un peu dangereux. Parce que ça nous montre des choses qu'on pense peut-être pas possibles. On se rend compte que ce qu'on vit, on n'est pas obligé de le vivre. Hein? Exact. Donc, on s'était dit, ça serait le fun de comparer Reinventing Organizations avec Corporate Rebels. On s'est rendu compte que, toutes les tendances de Corporate Rebels tombaient dans le turquoise, dans le teal. Teal, ouais. Donc, on a décidé de prendre une pause là-dessus. Puis, on s'est dit, on pourrait venir reparler de Corporate Rebels. Parce que les vieux de la vieille qui nous écoutent depuis le début, ils sont rares. Vous n'êtes pas sans savoir que les 8-9 premiers épisodes là, ils sont entièrement consacrés à ces tendances-là qui ont majoritairement été inventées par Corporate Rebels. On va vous en parler un petit peu plus tard, c'est quoi là? Okay. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être pas méchant de venir ramener ça en 2024, 4 ans plus tard. Pour exposer ça à d'autres gens qui en ont peut-être jamais entendu parler. Pour peut-être, comme je disais plus tôt, montrer ce qui est possible quand on veut. Tu sais, quand il y a des entreprises qui disent on peut pas faire ça, puis là tu te dis c'est pas de même que ça marche. Can't or won't. Hein? On n'a jamais fait ça comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut savoir que Corporate Rebels, au départ, c'est un mouvement, c'est aussi une entreprise, fondée par Pim de Maury et Joost Minnaar. Je sais pas si tu as remarqué, les noms sonnent très... ça sonne hollandais. Okay. Donc, c'est deux messieurs du Pays-Bas qui ont écrit le livre Corporate Rebels, et la façon dont ils ont fait ça, assez intéressant. Ils se sont dit, il doit y avoir moyen de faire des affaires autrement. On n'est pas obligé de faire comme on a toujours fait, comme on nous rabat les oreilles. Ils ont décidé essentiellement, je suppose qu'ils ont pris ce budget-là, de faire le tour du monde, d'aller voir des entrepreneurs qui ont fait des affaires drastiquement différentes de ce qu'on connaît. C'est là que les experts diraient, voyons donc, ça peut pas marcher. Non. Les autres l'ont fait, puis ça a marché. Personne n'a jamais fait ça de même, ça se peut pas. Voilà. Donc, je réitère sérieusement, parce qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, c'est un livre dangereux. Moi, à partir du moment où je l'ai terminé, il y a plusieurs années, il était hors de question que je vive autre chose que ce qui était là-dedans. Fait que le danger que tu nous dis, c'est il y a des chances que les gens veuillent plus retourner en arrière, c'est ça? Il y a des chances que les gens qui nous lisent réalisent l'absurdité de la situation dans laquelle ils sont et décident d'être moins tolérants par rapport à ça. OK? Ouais. La façon dont on va approcher ça aujourd'hui, Pierre, c'est que les 2 amis de Corporate Rebels ont essentiellement publié un bucket list que les entreprises plus progressistes ont tendance à faire. Ouais. Parce qu'ils en ont visité là, des centaines et des centaines d'entreprises et ils ont juste mis en commun, ils ont trouvé des patterns puis ils ont fait 8 points qu'on pourrait suivre pour changer complètement la façon dont on fait des affaires. Et moi et Maurice, Maurice qui était le cofondateur de GoPirate qui est plus avec nous, on s'était dit on va leur en proposer une 9e. Parce que, tu sais, on est fendant comme ça, puis on se croit beaucoup. Et vous aviez proposé ça à Corporate Rebels? On n'a jamais... On a essayé de leur parler, on n'a jamais réussi à leur parler, mais okay. on les avait...
On les avait lancés sur ce sujet. OK. Ceci dit, on s'entend, ils ont fait une étude très longue, ils ont fait beaucoup de dépenses pour en arriver à leur Corporate Rebels. 2 dudes de Montréal qui leur proposent une 9e affaire basée sur des choses qui existent quand même. On va en parler, mais c'est un petit peu drôle à imaginer. Donc, ce qu'on va voir, c'est ces 8 tendances-là, plus celles qu'on voulait proposer. OK, good. C'est ça. On en a ajouté une parce qu'on est comme ça. Ah ouais. On est baveux de même. Hein? Donc, ça va être assez simple. On va passer de 1 à 9. Je nous check avec le timer parce que je veux pas qu'on prenne 3 heures. Puis, on va essayer non seulement de détailler c'est quoi ces tendances-là, puis essayer de donner au moins un exemple par tendance. Okay? Il y en a beaucoup plus, évidemment, puis vous pourrez tous aller voir ça sur le site de Corporate Rebels. Il y a des paquets d'articles. Donc, la première tendance, Pierre, que les entreprises plus progressistes vont voir, puis c'est pour moi la plus importante, c'est qu'on va un petit peu moins se concentrer sur les profits, mais davantage se concentrer sur le sens du travail puis de ce qu'on fait et la valeur du travail, la valeur qu'on apporte. L'idée étant, combien de fois tu vas entendre des gens dire, écoute, moi, j'aime bien mon travail, là, mais c'est pas super engageant parce que tout est question de combien de profits on fait. J'ai pas vraiment envie d'aller, moi, quand on me dit qu'on va perdre de l'argent, ça m'affecte pas bien parce que c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Ouais, souvent, dans des organisations, par exemple, cotées en bourse, les managers de l'organisation, les dirigeants, ils ont ils doivent quelque chose aux actionnaires d'entreprise et donc souvent il y a des décisions qui sont prises qui vont permettre juste que l'action garde sa valeur et ça peut aller jusqu'à couper des postes même si l'entreprise fait quand même des profits. Non, là, je refuse. Mais écoute, s'ils pensent pas, l'année passée, on a fait 8 milliards de profits, puis cette année, juste 6 milliards. Juste 6 milliards de profits, la moitié du staff dehors. Il va falloir couper du monde. Ouais. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, les entreprises qui adoptent cette valeur, il n'y a pas que l'argent. Oui, c'est essentiel, on s'entend. Tu n'es pas une entreprise, tu ne fais pas en affaires si tu n'as pas d'argent. C'est juste, est-ce que ça devrait gérer toutes nos décisions? Ou est-ce qu'on a un sens? On a une mission sociale? Elle n'est pas tout le temps sociale, mais ça passe mieux quand c'est social. Quand la mission, c'est tout le temps à propos de toi, c'est pas plus engageant. Ouais. Donc, on a une mission pour laquelle les gens sont prêts à se mobiliser. Fait que oui, ils viennent ici pour travailler puis pour gagner leur pain, mais ils viennent aussi pour avoir un impact positif. Donc ça, c'est juste des petites entreprises sans but lucratif. Ouais, c'est ça, du communautaire. Donc, bien sûr que non. On va donner un exemple à la toute fin, qui d'ailleurs, c'est une entreprise privée, qu'on connaisse. Mais pourquoi on fait ça, entre autres? Ça favorise une communauté d'employés, de clients, de fournisseurs qui croient la même chose. Puis qui vont partager les mêmes idées et qui, généralement, vont peut-être aller vers cette compagnie-là, pas tant parce qu'ils aiment la compagnie, mais ils aiment ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Le pourquoi, la vision. C'est 100% le pourquoi ici, là. Ouais. Donc, le potentiel ça révèle aussi le potentiel de réduire les bureaucraties, les silos, les égos, parce que c'est plus une question d'avoir ton pouvoir, là. C'est une question de faire ce qu'il faut pour la société. Ouais, puis en même temps... La bureaucratie va pas, généralement, t'aider à atteindre ton sens, tu sais. Moi, effectivement, la bureaucratie est détachée souvent du sens de l'entreprise. Ouais. Mais si tu as une vision, tu as un objectif qui parle aux gens, mais tu vas attirer en même temps des employés qui veulent travailler pour toi, qui sont pas là nécessairement juste pour le chèque, c'est ça, mais qui sont là pour vraiment faire une différence dans leur vie et dans la société. Exactement. Puis, on va donner tout de suite l'exemple. Patagonia. T'es-tu un gars de plein air, toi, Pierre? Je l'ai déjà été beaucoup moins depuis quelques années, mais je connais Patagonia. Donc, ils sont dans les vêtements de plein air. Accessoires. Accessoires. Tout ce qui est un peu plus avancé que prendre des marches, là. Oui, exact. Donc, c'est des gens qui font de l'escalade et tout ça. Tout ce qui est plein air en montagne. Ils viennent de la région de San Francisco, je crois. Oui, puis ils font des vêtements de qualité, là. C'est de la haute qualité, si je me trompe pas. Donc, eux ont décidé que leurs valeurs, ils ne pouvaient pas avoir des valeurs qui étaient à l'encontre de l'environnement.
Tu comprends? Parce que le plein air, OK? Ben oui. Donc, ils se sont dit, nos décisions doivent être en fonction de nos valeurs environnementales. Autrement, on est notre premier ennemi puis notre pire ennemi. Ben, ça serait pas très intéressant d'avoir une entreprise qui fait des vêtements de plein air branchés sur une centrale au charbon. C'est ça. Donc, ils ont pris des décisions, des fois difficiles, des fois pas souhaitables, mais ils se sont assurés de jamais briser leurs valeurs, de jamais les piétiner, moi j'aime dire, OK? Ouais. Par exemple, ils ont fait, il y a longtemps, là, on parle des années 90, là, un catalogue, hein, à l'époque où il y avait les catalogues en papier, un catalogue uniquement fait d'encre recyclée, de papier recyclé, le moins d'impact possible sur l'environnement. Il était laid. La qualité était vraiment pas bonne, mais ils se sont dit entre ça et couper un arbre pour faire un magazine, c'est intéressant. On préfère ça. Et on fait ça. Et les gens qui recevaient le catalogue comprenaient. Ben oui. La clientèle comprenait et l'appréciait. Puis, oui, probablement qu'ils voulaient ça. Et ça a sûrement fait beaucoup de bouche à oreille. Ça a dû augmenter leur clientèle. Ben, en tout cas, ça a certainement renforcé le cœur qui est là pour pas juste pour l'utilité, mais les valeurs. Hein. Donc, Patagonia, c'est un bel exemple pour ça. On pourrait en nommer plein d'autres, mais l'idée étant, si tu brises une valeur, tu ne devrais pas prendre cette décision-là qui brise ta valeur. Donc, ça, c'était la première. Donc, le sens, la vision, la mission, avant, et les valeurs, évidemment, avant les profits. C'est ce qui va driver tes décisions. Excellent. Le profit est un résultat. C'est ça, exact. C'est pas la raison d'être de l'organisation. La deuxième, comment je dirais ça, les tendances progressistes, hein, c'est qu'on passe, là, on va rappeler un petit peu notre ami Frédéric Laloux. Oui. On passe des pyramides hiérarchiques vers un réseau d'équipes qui est interconnecté. Hein. Donc, l'idée est, on n'est plus une pyramide. On est, Maurice disait du papier bulle. S'il y a une bulle qui pète, le reste continue de soutenir. C'est une belle analogie. Ouais. Fait il y a une part là-dedans, ça venait d'une certaine reconnaissance d'une structure pyramidale là, qu'on connaît tous, qui n'a pas vraiment bien vieilli. C'est comme regarder un vieux show télévisé quand tu regardes un organigramme. Ouais. Ça, on a capacité de promouvoir, le changement rapide, l'agilité avec un petit A, hein? L'engagement même. Donc, on essaie d'autres sortes de structures. Il y a Flatarchy, il y a plein de choses qui existent. Réseau d'agile d'équipe, tout le monde est multidisciplinaire, responsable de leurs propres résultats, responsable même des fois de leur propre budget et de revenus. Hein? Donc, c'est ça. T'avais-tu d'autres choses à dire, toi, là-dessus, Pierre? Moi, j'ai plein de choses à raconter, là, mais je veux pas accaparer le micro parce que je suis dans mon champ. Là. Ben, quand on s'éloigne des pyramides hiérarchiques, on va parler souvent de flat organization. Ouais. Ça veut dire dans notre cas ici de réseau d'équipe, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas nécessairement plusieurs couches hiérarchiques qui soutiennent ou qui dirigent les équipes, mais on s'attend à des équipes auto-organisées probablement et ça se rapproche beaucoup de l'agilité, ça. Oui, 100%. Le meilleur exemple, puis ça, c'est une entreprise, on en avait déjà parlé, c'est Buurtzorg. Je pense que tu le connais mieux que moi. Oui, je connais bien Buurtzorg parce que c'est un des exemples de Frédéric Laloux dans sa conférence et aussi dans son livre. Ils sont du Pays-Bas comme... Oui, c'est ça, c'est ça, aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, il y a une tradition qui date de longtemps, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des infirmiers ou des infirmières de quartier qui vont voir les personnes âgées pour vérifier est-ce que la santé est bonne, est-ce que... Un service à domicile. C'est ça, exactement. Et donc, il y a plusieurs années en arrière, en Hollande, le gouvernement a décidé d'étatiser ça parce que c'est très coûteux. Mais là, ce qu'ils ont fait pour gérer les infirmières, ils se sont dit, ben, en fait, toute intervention, on peut chronométrer, on sait combien de temps ça prend. Donc là, on va allouer un certain nombre de minutes par intervention pour les patients. Tout ça va être mesuré. Et, ben, tu sais, les infirmiers, les infirmières, c'est interchangeable, ça. On peut envoyer n'importe qui voir n'importe quel patient. C'est pas vraiment important. Ça, c'est le mythe de la machine bien huilée qu'on peut remplacer les pièces. C'est ça. Ouais. Et pour organiser le travail, ben là, on a rajouté des couches
de gestionnaire, là, de manager pour décider qui va où, quand. Et ce que ça a provoqué, c'est en fait, ça a eu l'effet inverse de la raison d'être de ça. Oui. Donc, Buurtzorg, c'est un ancien infirmier qui faisait ça, qui a décidé de lâcher, de quitter l'aspect bureaucratique du gouvernement, de fonder son entreprise avec 10 infirmières ou infirmiers. Et eux autres se sont dit, nous, on va prendre le temps qu'il faut avec les patients. On va prendre un café, on va s'asseoir avec eux, on va les écouter. Pourquoi? Parce que personne ne veut travailler et sont lâches. Non, parce que ils se sont rendus compte que les personnes âgées, ils ont besoin de communiquer. Ils ont besoin d'une présence, tout ça. Puis à force de parler, tout ça, c'est qu'on peut découvrir de la personne, on peut découvrir des éléments qu'on peut pas découvrir juste en auscultant ou en changeant un pansement ou en faisant une prise de sang. Donc, la conversation devient importante dans on va dire, dans l'analyse de la santé de l'individu. Parce qu'on peut savoir, OK, ils ont pas eu de visite de leurs enfants. Par exemple, on peut parler aux voisins aussi, les voisins. Puis on peut dire, la dame ici, elle a de la difficulté à se déplacer. Pouvez-vous jeter un œil, tout ça. Et donc là, l'objectif de tout ça, là, c'est de garder les personnes âgées autonomes le plus longtemps possible. Et en sécurité, on s'entend. Mais exactement. Et donc la santé, elle est clé dans l'autonomie des personnes âgées. Et Buurtzorg a vraiment réussi. Ils ont parti avec 10 personnes. Puis aujourd'hui, ils sont plus de 7000. Puis en fait, j'ai même pas les derniers chiffres. Là. 7000, c'est il y a plusieurs années de ça. Ils ont peut-être rendu à 10 000 infirmiers et infirmières. En fait, les professionnels quittent le réseau de la santé étatisé pour aller vers Buurtzorg. C'est une magnifique histoire. C'est quoi le rapport avec les pyramides? Oui, j'y arrivais. C'est que, en fait, il n'y a pas de structure organisationnelle hiérarchique. Les infirmiers et infirmières sont regroupés par équipe de, je pense, 6 à 10 personnes, si je me trompe pas. Ils connaissent leurs patients. Ils connaissent leurs patients. Puis c'est ce groupuscule-là, cette équipe-là, qui va toujours fréquenter les mêmes personnes, les mêmes patients. Et donc, il n'y a pas de décideur qui leur dit quoi faire. Non, ils ont la responsabilité d'un groupe de personnes. Et voilà, ils s'auto-organisent entre eux. Donc, s'il y a des vacances... L'objectif est connu, hein? C'est que les patients soient autonomes et en sécurité. C'est exact. Puis, c'est souvent les mêmes infirmiers et infirmières qui vont voir les mêmes patients. Donc, il y a une... Il y a peut-être une petite rotation qui se fait, tu sais, au cas. Potentiellement, mais il y a quand même... il y a quand même une stabilité pour ces personnes-là. Ouais. Parfait, ça. Génial. Je sais plus à quel numéro on est rendu, Pierre. En tout cas, la prochaine tendance, c'était on cesse un petit peu d'être directif en tant que leader, puis on approche on prend une approche un peu plus soutenante. Exact. Hein, supportive en anglais. Donc, ça, c'est basé sur on va dire la croyance, là, que ceux qui sont le plus proches du feu sont les meilleurs pour l'éteindre. Ou comme le disait un ancien PDG, là, je pense de Starbucks, celui qui fait le ménage devrait acheter le balai. Donc on remet en question d'abord le statu quo, puis les leaders vont incarner beaucoup plus c'est quoi l'objectif à atteindre, les porte-étendards de l'objectif, hein, de la mission, puis les valeurs. Fait que c'est plus des gens qui te disent quoi faire, c'est voici notre point de rencontre, hein, c'est là qu'il faut qu'on doit aller. Voici les valeurs à mettre en action pour s'y rendre. Mais pour ce qui est de comment vous rendre, vous figurerez. Je vais m'occuper de que la culture reste saine, puis je vais essayer d'enlever les obstacles. Ça ressemble beaucoup au Scrum Master. Donc, le manager ici travaille pour son équipe. Oui, exact. Puis on n'a pas trouvé d'exemple. On n'a pas cherché, mais on voulait parler de Kanban Québec. C'est ça, c'est que on voulait se plugger un peu parce que comme vous savez, Olivier et moi, plusieurs années en arrière, moi j'ai fondé Kanban Québec, puis suite à la perte de Maurice, Olivier s'est retrouvé seul dans GoPirate et éventuellement a commencé à travailler avec nous. Bon, bref. Kanban Québec, nous, dans notre objectif, de la façon que je vois ça, le leadership, c'est du leadership soutenant, c'est notre troisième
tendance ici, c'est que le leader, il est pas là pour... En fait, c'est la différence entre un leader et un manager. Là. On n'est pas là pour dire quoi faire, on est là pour soutenir. On est là pour aider les gens à se développer dans leur carrière et on le fait ensemble parce que, Olivier, tu sais, moi, je suis pas meilleur que toi. Je suis comme toi. C'est ici. Je m'entoure juste de meilleur. Je suis un employé de moi-même, en réalité. C'est vrai. Et donc, je veux le bien pour toi, autant que pour moi, autant que pour les autres employés. Et donc, il faut se parler entre leader et employé. Et c'est plus une relation de chef à... je l'appelle la relation dominant-dominé. C'est ça, exact. Donc, c'est une relation de coopération. Et mais il y a un aspect important, c'est le mot leadership. Ça prend une direction, ça prend un chemin vers lequel on va aller ensemble. Puis si tu es d'accord avec le chemin, excellent. Si t'es pas d'accord, on va en discuter, puis peut-être c'est moi qui n'ai pas raison. Peut-être que le chemin, il est différent. Mais ça nous prend quand même un guide, quelqu'un qui s'en va dans une certaine direction. Ouais, ben tu sais, la manière que je l'explique souvent, c'est si je te dis rejoins-moi à Montréal, puis je te dis pas je suis où, ça se peut que tu virailles longtemps. Si je te donne mon adresse, je te donne pas le chemin, tu vas finir par trouver. Exact. Ça sera peut-être pas le chemin optimal, mais tu vas trouver ton chemin parce que l'adresse est connue, précise. Fait que c'est quoi ton phare dans la nuit? Hein? Ouais. Ça devrait être ton why, hein? Dans le sens. Mais le leadership directif devrait s'assurer que les gens peuvent prendre le chemin qu'ils ont besoin de prendre pour s'y rendre. Et ça veut dire enlever les obstacles, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. La question la plus puissante qu'un leader peut poser, j'ai pas dit un manager, hein? Ben, le manager peut la poser aussi, mais ça va aider son leadership. De quoi tu as besoin pour réussir? Ouais. Puis, tu as fait un lapsus, tu as dit dans le leadership directif, mais si tu voulais dire le leadership soutenant. Probablement. Donc, merci pour la plug. Oui. Pierre, toujours un plaisir. La prochaine tendance, c'est... on n'en a pas assez parlé assez souvent, ça. On arrête de faire semblant qu'on peut savoir l'avenir. Donc, la planification prédictive, hein? Ouais. Ça prend le bord et on s'en va davantage vers l'expérimentation et l'adaptation. Là, si vous avez écouté même juste 5 des vieux épisodes avec Maurice, c'est sûr que vous avez entendu parler de petites expériences contrôlées. C'est un petit peu ça que ça veut dire ici. Donc, la gestion traditionnelle, on en a parlé un petit peu, hein, puis on avait fait un épisode là-dessus. Ouais. Ça se concentre sur le budget annuel, même des fois sur 3 ans, 5 ans. Les ressources, hein, on va mettre du monde là-dessus, on va leur demander si c'est correct. On va leur demander combien de temps ça va prendre, puis on va faire le calcul. Puis... Avant même de savoir c'est qui l'équipe, on va leur demander combien de temps ça va prendre. En fait, on va décider pour eux combien de temps ça va prendre. Fait que tout ça se repose sur une fausse croyance qu'on est capable de prédire l'avenir. Même avec une marge de 20%, non! La marge est de 1000% à chaque fois. On peut utiliser la science, c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation et adaptation. C'est qu'en fait, on peut utiliser les statistiques et les probabilités pour voir une espèce de tendance vers le futur. Pour éliminer les trop grands écarts qu'on n'aurait pas besoin de se préoccuper. Là. C'est ça. Mais cette observation des métriques doit se faire pas juste une fois par année. Ouais. Ça doit se faire en continu et on doit adapter le plan en continu basé sur les nouvelles informations. C'est de la science. Le management, c'est une science. C'est pas de l'ésotérisme. Puis souvent, en planification conventionnelle, c'est un petit peu... on joue aux devinettes. Donc, c'est quasiment de l'astrologie. On va planifier de façon complètement... J'ai envie d'être tannant puis de dire, tu sais, là, quand on fait de l'estimé avec les points, là, en agilité, là, c'est de la numérologie. On pourrait, tu sais quoi, on pourrait lancer des dés, puis on serait probablement presque aussi bon dans notre prédiction, puis ça prendrait moins de temps. Des dés 20, des dés de Donjons Dragons, ouais. Comment ils appelaient ça? Des math rocks? Des dodécaèdres. Des dodécaèdres. Donc, fait que, bon, OK, là, soyons honnêtes, t'as raison, c'est une science, c'est pas de la divination. Mais plus l'environnement dans lequel on travaille est complexe, plus c'est difficile
de prédire quoi que ce soit, en fait, parce que, bon, on a déjà parlé de VUCA aussi, hein. On vit dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et... VUCA? Complexe et anarchique? Non, mais c'est quelque chose comme ça. Je ne sais même pas par cœur. Les pirates, vous irez voir, VUCA, c'est en français, c'est pas VUCA. C'est VUCA. VUCA. Volatile. Volatile, incertain, complexe. Ambigu, c'est ça. Voilà. Donc, ouais. Fait que, oui, plus c'est compliqué, plus tu peux même pas prétendre de prédire. T'sais. Ben, c'est pour ça qu'il faut simplifier les choses. C'est que souvent, les managers arrivent, puis là, ils vont vouloir mettre en place là 42 métriques différentes, alors qu'en réalité, on a besoin peut-être de 2 ou 3. Ouais, le reste, c'est des vanity metrics. Exact. Je pense pour les flasher pour rien. Si vous regardez les anciens épisodes, Maurice avait une très belle expérience là-dessus. Là. Il racontait une belle histoire intéressante. Donc, on commence à expérimenter au lieu de prévoir. OK? Donc, en fait, les organisations, ils vont abandonner là tout ce qui est basé sur des prévisions, puis ils vont se concentrer sur l'expérimentation. Fait que ça vient faire partie de vrai tout ce que tu fais. C'est là qu'on fait des prototypes, hein, des pilotes, prototypage, on fait des expériences contrôlées. Des expériences contrôlées, c'est ça. Donc, le changement fait partie du quotidien. Tu sais, les affaires, là, on fait une estimée, on a besoin de ça cette date-là, puis il n'y a rien qui change, là. Je crois pas à ça, ça changera pas. Ben, souvent, dans les organisations conventionnelles, on va dire... OK, voici, on va lancer tel produit dans 1 an et demi, on va lancer tel produit. Let's go! On part, on le développe, là, puis on va devenir riche avec ce produit-là. Puis c'est basé sur quoi? Nos espoirs, Pierre. Nos espoirs. C'est tout bien de jouer au loto, ça va être... Avec ces organisations-là, Pierre, ils aiment beaucoup mieux essayer puis échouer que de jamais... Mais plutôt essayer de jamais commettre d'erreur, hein, puis essayer de prédire l'avenir. Donc, l'exemple qu'on a trouvé, c'était K2K Emonionando. Emonionando. Difficile à dire. C'est de où, ça? Je suis même pas certain. C'était pas mentionné. Ça a l'air de langue latine, Pierre, donc tirant des conclusions. Donc, les autres, ils ont fait l'abandon de la planification prédictive. Les employés testent les idées, testent des nouveaux produits, testent des nouveaux processus. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils le font pas pour le plaisir, hein, quand il y a une raison de le faire. Puis ils se donnent leur propre deadline, ça j'aime ça, puis leur propre objectif. Puis ils adaptent tout ça en fonction des circonstances. Ça veut dire qu'effectivement, s'ils apprennent des choses, il y a des deadlines qui seront plus bons. Ben c'est clair, c'est ça la science. Il y a aussi des objectifs qui sont plus bons. Moi, ça m'a tout le temps fait rire, des objectifs annuels, là. Ça m'est déjà arrivé qu'après 1 mois et demi, il était obsolète, puis puis j'avais même pas besoin de les refaire. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, les employés, watch out, sont encouragés à prendre des risques au nom de la compagnie. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. C'est très bien. Ouais. La prochaine. 4e. Ne suis pas la 4e, là, on est rendu plus loin, mais j'ai arrêté de compter. Ah oui. On passe des règles et du contrôle vers la liberté et la confiance. La bureaucratie fait partie du contrôle et des règles, n'est-ce pas? Des processus par-dessus processus par-dessus processus dans les organisations plus traditionnelles. Il faut remplir le formulaire. C'est ça. Tout le but est de compter. Tu sais, quand on dit contrôler, là, c'est pas d'avoir les gens comme des pantins, là, puis de leur tu comprends? L'idée, c'est on contrôle les résultats. On veut s'assurer que ce qui est fait est bon. Ouais. C'est ça que ça vient de contrôle. Mais, tu sais, dans certains cas, c'est nécessaire. C'est important d'avoir un contrôle. Quand on parle contrôle qualité. Oui, c'est ça. On parle contrôle des résultats ici. Ouais, ça. Fait que, il me contrôle tout le temps. Ben, oui, ça veut dire qu'il est en train de checker si le résultat est bon. Mais contrôler, dire quoi faire, tu sais, c'est plus le micromanagement. Ça, c'est obscénaire, par exemple. Fait que la bureaucratie, ça vient freiner à peu près tout ce qui peut avancer. Hein? Engagement, succès, autonomie, innovation, créativité. C'est un comment t'appelles ça? Un labo de Denver pour toutes ces affaires-là. Donc, au lieu de soumettre tous les gens à une belle liste de processus et de bureaucratie, ben, on considère les employés comme des adultes responsables, capables de faire des impôts et d'élever des enfants. Ah, c'est pas une garderie? Ouais, et dignes de confiance. Donc, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
quand on leur accorde une grande autonomie, puis ils décident des fois de leur lieu de travail, par exemple, de quand est-ce qu'ils travaillent. J'ai bien dit, ils décident de quand est-ce qu'ils travaillent. Ils vont décider des fois de leur horaire, puis leurs collaborateurs. L'exemple que j'avais, on m'avait raconté ça dans une conférence. Je pense que c'est aussi la première fois que j'avais entendu parler de la Loue. La personne avait parlé de ce cas-là, et ça m'avait évidemment fait saliver un petit peu. Parce que il me semble que Frédéric Laloux, il est belge d'origine, puis ça, là, ton exemple est de la Belgique, c'est ça? Effectivement, et ceux qui sont de la Belgique qui nous écoutent, vous nous direz si vous êtes au courant, ça tient encore ça ou pas? Donc, c'était le ministère de la Sécurité sociale en Belgique. Je te dis ça, Pierre, t'as envie d'aller travailler là, c'est sûr, hein? Ben, écoute, là... Déjà, OK, c'est en Belgique. Déjà, des fonctionnaires. Non, mais tu sais, des fonctionnaires, des pousse-crayons. Ben, c'est ça. Si je vais en Belgique, je vais en travailler dans d'autres choses que ça, là, mais... Ouais. Déjà, on part, on part avec un préjugé défavorable. Donc, il n'y a plus personne qui voulait travailler c'était un bordel de microgestion, apparemment. Ouais, j'imagine. Donc, à un moment donné, il y a un ministre qui a décidé, on va changer ça, on va essayer de moderniser l'approche. Puis de mettre nos employés, ceux qui servent la population, au centre de nos préoccupations. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé de faire des heures de travail flexibles. Donc, tu rentres, tu pars quand tu veux. Tu fais un petit sourire. Ah non, c'est que ça me fait penser à une petite histoire de Belgique, mais ça va. Tu nous raconteras si c'est pertinent. De décider, effectivement, dans un ministère, où et quand travailler. Quand on dit où, c'est parce qu'ils ont remanié les bureaux. Ils ont économisé beaucoup en réduisant la taille des bureaux. Ce qui faisait que des gens devaient travailler de chez eux. Parce que tout le monde entrait pas. Donc, vous choisissez quand est-ce que vous venez au bureau, si vous décidez de venir au bureau. Il y a des gens qui pouvaient travailler de chez eux à la semaine longue. Il y avait, c'est ça, puis évidemment, les bureaux n'étaient pas assignés. Donc, ils ont cessé le time tracking. C'est une confiance aveugle, j'aime beaucoup. Donc, tout était orienté vers les résultats. Donc, on va en reparler de ça un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, la dernière tendance. Ouais. Donc, ils ont essentiellement fait quelque chose de tellement nouveau que les autres ministères exigent maintenant ou essaient d'avoir un modèle semblable. Parce que maintenant, tout le monde veut aller à la sécurité sociale. Avant, c'était pas le cas. Très bien. Ouais. Ah, c'est le fun, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, ça donne quasiment envie d'être fonctionnaire. Oui, presque. Mais parlant de ça, l'histoire qui m'est venue en tête, c'est qu'il y a quelques années en arrière, puis je me souviens pas quand exactement, puis combien de temps ça a duré, je pense 5 ou 6 mois. Il est arrivé quelque chose au niveau des élections, puis ils n'ont pas réussi à former un gouvernement en Belgique. Oui. Et le pays a continué de rouler pendant plusieurs mois sans gouvernement. Quand les pirates disaient qu'on n'a pas besoin de la monarchie. C'est vrai, t'as raison. Ça fait un petit peu penser à ça. Prochain concept, prochaine tendance, l'autorité qui est généralement centralisée, en haut de la pyramide. On commence à distribuer la prise de décision. Ouais. Moi, j'ai à un moment donné, j'ai vu ça dans un article en anglais, je l'ai traduit, puis je l'utilise souvent maintenant comme expression. Ça parle beaucoup aux gens. C'est descendre le centre de gravité de la prise de décision. Ah oui. Tu tombes de moins haut. Hein? Ben ça revient à ce que tu disais un peu plus tôt, là, la personne qui est la plus proche du problème est probablement la mieux placée pour trouver la solution. Exactement. Puis j'ai un paquet d'exemples, là, mais je pense qu'il y en a un que je préfère donner que celui qu'on avait noté. Donc, mais anyway, fait que c'est ça, on arrête de centraliser la prise de décision, on arrête d'amener le problème au pouvoir. Ouais. On descend le pouvoir au niveau où ce qui est le problème. Ouais. Comme ça que David Marquet l'expliquait, on va l'expliquer tantôt. Ouais. Mais parce que souvent dans les organisations hiérarchiques, surtout là, quand il y a 6-7 couches de hiérarchie. Ça peut être long. Ben la décision est longue parce qu'elle doit, tu sais, la conversation, là, ça remonte. Puis après ça, la décision est prise. Elle redescend. Mais souvent, en chemin, il y a de l'information qui se perd. Ouais, ou encore, quand la décision elle redescend, le problème a changé. Aussi, donc c'est lent. Puis si l'information change en chemin, ben souvent les gens prennent des décisions avec les mauvaises informations ou avec des informations désuètes ou erronées. Et donc
nécessairement on prend la mauvaise décision. Ah oui, ben oui. Puis, ouais, puis je suis d'accord aussi que quand t'es seul en haut, seul à prendre une décision, t'as pas le choix d'avoir raison. Et pourtant, hein, le fait d'avoir des décisions qui se font en haut, ça suggère que plus t'as un niveau hiérarchique élevé, plus t'es compétent. Mais est-ce qu'un CEO est compétent à faire le travail de plancher? À régler ce problème-là? Tu sais, c'est ça qu'on dit. Probablement pas, puis ce qui est dommage là-dedans, en fait, si vous voulez savoir, est-ce que vous êtes dans un endroit où ce problème-là existe, c'est très, très simple. Si vos managers sont toujours occupés, ils sont toujours en meeting, ils n'ont jamais le temps de vous rencontrer pour quoi que ce soit, là, ben c'est une très bonne... c'est probablement la situation... Un red flag. C'est ça. C'est une hiérarchie où la prise de décision est centralisée. Maurice me racontait... Comment est-ce qu'il a dit ça? Il avait été dans un endroit excessivement hiérarchique où être booké en triple et en quadruple, c'était un badge d'honneur. Puis le gars, il y en a qui se vantaient que aujourd'hui, il y en a 4 qui ont besoin que je prenne une décision, mais je vais en accepter juste une. Puis moi, comme consultant, je l'ai vécu là, chez un client il y a quelques années où, en fait, quand pour mon premier mandat durant la pandémie, OK? Donc, on était à distance, puis je peux vous dire, là, les réunions se multipliaient. J'avais 7-8 réunions par jour. C'était épuisant, puis j'avais pas le temps de travailler. J'étais tout le temps en meeting. Ah ouais. Fait que la plupart des entreprises sont pas progressistes, Pierre, sont plus décentralisées. Hein? On parlait d'un réseau d'équipe tantôt. Donc, l'idée est justement de donner davantage de pouvoir d'autorité à ce niveau-là. Donc, les employés qui sont en première ligne vont prendre la majorité des décisions pour que le client soit satisfait vite. Hein? Puis, tu sais, il y a un exemple que Maurice donnait. Puis, je me demande si Simon Sinek en avait pas parlé. Un hôtel qui donnait jusqu'à hauteur de 1000 $, prend n'importe quelle décision qui va faire que le client est content. Ben exact, ça c'est un exemple là, qui est connu. C'est qu'en fait, c'est quoi le coût de la prise de décision? Puis là, on peut dire, on peut commencer graduellement à faire confiance aux gens et dire, regarde, jusqu'à concurrence de 100 $, 500 $, 1000 $, on peut l'augmenter graduellement, puis on se rend compte que finalement, laisser les gens prendre des décisions, premièrement, ils sont pas stupides, là, ils vont être capables de prendre des décisions. S'ils savent pas, ils vont demander. Là. Puis le pire qui arrive, c'est qu'ils peut-être qu'ils font une erreur, puis dans le pire des cas, imaginons on perd 1000 $ parce que la décision était erronée. C'est pas la fin du monde. Ben, imagine combien d'argent t'as fait en réagissant vite à des problèmes de clients parce que ton employé il a l'autorité de prendre la décision. Ouais, puis juste le temps que t'as sauvé à pas faire des réunions pour en discuter puis prendre des décisions en groupe. Là, tu sais, un client bien servi qui revient pour le service, ça vaut la peine. Ça vaut 1000 $. C'est ça. Donc je me souviens bien de cet exemple-là. Il y avait un autre exemple aussi. Je me sais pas si c'est chez Walmart ou dans une chaîne de commerce de détail. Les gens peuvent arriver puis se faire rembourser un produit. Puis, OK, t'as pas la facture. C'est pas grave. Je pense que chez MEC, Mountain Equipment Co-op. Ouais, ça se peut, mais je pense que j'avais un exemple américain. Je sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque. Mais bref, la personne qui reçoit la demande a le pouvoir de décider si oui ou non elle peut rembourser l'individu, même s'il n'y a pas la facture. Ouais, ben j'ai entendu des choses comme ça de Mountain Equipment Co-op, mais c'était pas dans le cadre d'un truc là, sur Corporate Rebels. C'était dans le cadre de quelqu'un qui me proposait vraiment, vraiment beaucoup d'aller là-bas parce qu'il y avait des bots qui ont brisé après 2 mois, mais c'était un défaut de fabrication, puis ils l'ont échangé sans poser de questions. Tu comprends? C'était un témoignage d'un client. Ouais. C'est pour ça que je te dis, Mountain Equipment Co-op, c'était comme ça. Je sais pas si c'est encore le cas. Ah, peut-être que je devrais aller leur poser la question pour mes bots qui ont brisé. Oui. Voilà. Donc, prochaine tendance. Ben, on passe de la culture du secret, à la, attention, ça fait peur, transparence radicale. C'est vrai qu'on est en octobre, hein, l'Halloween s'en vient. C'est peur, hein?
Hey, je vais me déguiser en transparence radicale, moi, cette année. Alors, Ouais. donc, les organisations traditionnelles ont vraiment, on le sait, hein, une tendance à limiter l'information qui est accessible, qui sont précieuses aux dirigeants, hein, puis restreignent le plus possible l'accès à cette information-là. Puis on encourage là, tu sais, de se mêler de nos affaires là. Hein? Ça c'est under your pay grade. Ouais, It's over your pay grade. Ouais. On a need to know basis. Ouais, c'est ça. Maris, ça y est déjà arrivé à un moment donné. Il s'était fait donner tu as le mandat de faire je sais pas quel projet. Ben c'est parce que je vais avoir besoin de telle information. Le gars il dit ben je te souhaite d'y trouver parce que t'as pas beaucoup de temps. Hey, bravo! C'est magnifique. Fait que, c'est super. Au contraire de ça, hein, les organisations plus progressistes, on encourage de demander l'information. Il y en a beaucoup aussi qui vont avoir de l'information disponible à tout le monde. On a vu beaucoup de témoignages des informations financières disponibles à tous les employés. Et même certaines compagnies qui formaient un petit peu en finance les employés pour bien lire l'information, bien la comprendre. Ouais. On a eu des exemples aussi, puis je pense qu'on en parle dans Corporate Rebels, mais moi et Maurice, on en a souvent parlé également, des équipes là, qui connaissent leur budget, combien ils rapportent, puis combien ils coûtent, prennent des données meilleures décisions. Ben, c'est clair. Et j'ai demandé une fois dans une salle de conférence, qui ici est au courant du budget de son équipe, puis les 2-3 qu'on levait à la main, c'était des chargés de projet. Ouais. Ouais, donc ça, c'est pas commun. Donc, offrir cette information-là, il y en a qui vont aller beaucoup plus loin en mettant les salaires transparents. Je connais une compagnie, je pense que c'était Buffer, qui avait mis les salaires de tout le monde en ligne, tous les employés. Puis des fois, il y avait même des explications. À savoir, il y en a qui font ça, hein. On se base sur on a un petit guide de salaire, mais les gens peuvent quand même choisir leur salaire et aller vendre. Voici pourquoi je gagnerais plus. Puis généralement, c'est les réalisations qu'on fait dans la même entreprise. Puis, ouais. Il y a une des entreprises qu'on va nommer dans un autre exemple. Là, ouais. Morningstar, ils font ça. Oui, bon. Donc, puis je me suis... Moi et Maurice, on avait parlé d'une entreprise qui enregistrait toutes les rencontres. Oui. Toutes les rencontres. Je me souviens de l'histoire. Puis qu'après ça, c'était sur le serveur et disponible à tout le monde par la suite. Hein, donc, les décisions et les discussions avaient eu lieu, mais tout le monde pouvait voir comment on s'est rendu à cette décision-là. Ouais, puis on n'a pas retrouvé le nom. On n'a jamais retrouvé le nom de l'entreprise. Si vous le savez, faites-nous signe. Sinon, on a trouvé aussi, Corporate Rebels parle de Semco. Hein, Semco, ouais. Une entreprise brésilienne qui a fait beaucoup de choses dans tout ce qu'on vient de dire. Hein. Ouais. Mais au niveau de la transparence radicale, je trouve ça super intéressant. Tu disais, c'était quoi? C'est à chaque rencontre du board? Oui, à chaque rencontre du conseil d'administration, le Board of Directors, le CA, comme on dit. Les 2 premiers employés qui se pointent à la réunion, ils ont une chaise, ils peuvent participer à la réunion et voter. Ils siègent. Ils siègent pendant la réunion. Donc, évidemment, ce que ça implique, c'est qu'il y a peut-être probablement une rotation des employés. C'est pas toujours les mêmes. Il doit y avoir une limite par mois. C'est pas toujours les mêmes, mais ça veut dire qu'il y a des employés qui sont là, qui discutent. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça apporte une autre vision de la chose. Les gens qui sont sur le terrain. Donc, tout le monde est représenté éventuellement. C'est assez intéressant aussi d'avoir la perspective. Ouais. Ça, c'est génial. C'est une très bonne idée. Puis si on combine ça avec le fait que les rencontres sont filmées et disponibles pour tous les employés, ça serait de la transparence radicale. Il n'y a jamais personne qui te dit, Pierre, ouais, mais le travail, on n'est pas en démocratie ici. Souvent, oui, effectivement. C'est pas une question de démocratie, là. C'est une question de prendre des décisions avec la bonne information. Oui. L'avant-dernière, la 8e de Corporate Rebels, avant-dernière parce qu'on en a ajouté nous autres, hein. Ouais. C'était, on arrête un petit peu de se préoccuper de la description des tâches. Puis on commence à amener notre focus de plus en plus vers le talent et la maîtrise des gens. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet des choses vraiment intéressantes que j'ai entendu des chargés de projet quasiment perdre connaissance quand je leur ai parlé de ça. Ça peut pas marcher! Donc, les titres, les descriptions de poste
c'est quelque chose d'une autre époque pour ceux qui ont cette approche-là. Ouais. Donc, on préfère focusser sur le talent et les maîtrises des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un qui te drop, Pierre, une série de tâches à faire, que tu sois bon ou pas, hein, que tu aimes ça ou pas. On va regarder c'est quoi ton talent et la maîtrise, puis qu'est-ce qui te branche. Puis parfois aussi, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, parce qu'on va t'aider à l'apprendre. Donc, on essaye de s'assurer que les gens peuvent s'approprier des tâches qui correspondent davantage à leurs points forts, et ou des fois à leurs points faibles, hein, si on veut les améliorer. Puis, cette dynamique-là, évidemment, tu n'as pas le choix de prendre des gens un peu plus diversifiés. Dans leur, par exemple, dans leurs études ou quoi que ce soit. Mais ils ont la liberté de choisir leurs tâches et responsabilités. Donc, il y a essentiellement, au lieu de faire une boîte puis trouver quelqu'un qui est rectangulaire, on prend la personne qui a un bon talent et une maîtrise, puis on forme sa job autour d'elle. C'est du sculptage. Ben, c'est ça, parce que souvent dans les organisations, puis encore plus quand il y a une convention collective, tout ça, tous les postes sont déjà définis parce que les postes doivent être alignés avec des tâches et un salaire. Et donc, quand on recrute quelqu'un, c'est facile parce qu'on a comme une checklist des talents ou des habiletés que la personne qu'on recrute doit avoir. Ça va marcher dans certains domaines, mais dans des endroits plus créatifs, comme par exemple le jeu vidéo ou peut-être le marketing, c'est difficile de dire, OK, ben je regarde là, puis est-ce que tu coches toutes les cases, puis ça va être ça, tes tâches c'est ça, puis fais pas autre chose que ça, puis ça c'est pas ton travail, puis ça c'est mon travail, puis bon, tu sais, ça marche dans certains domaines, mais quand on parle de talent, quand on parle de maîtrise de certains types de travail, c'est là que c'est intéressant, ça, de dire, regarde, on a envie de travailler avec toi, regardons ce que tu sais, ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, puis après ça, ben à l'intérieur de l'organisation, c'est sûr qu'on a besoin de toi, puis on t'embauche pas parce qu'on cherche à remplir un poste. C'est ça. Donc, j'ai un vrai exemple qui m'est arrivé pour vrai. J'ai plugué une vraie compagnie pour laquelle j'ai travaillé. Tu as travaillé pour eux? J'ai déjà travaillé. Mais pas pour eux, Pierre. C'est un autre exemple. Okay. On va le donner aussi, celui-là. Donc, j'ai travaillé en 2017, 18, 19, je pense, pendant un an. Donc, 18, 19, chez Marine Press du Canada. Donc, une entreprise qui œuvrait dans le milieu maritime. Bon, on était des développeurs. On faisait un genre de Google Maps pour les navires. OK? Ils doivent mettre à jour à chaque fois qu'ils voyagent, la planète est découpée en cases, toutes les cases par lesquelles ils vont passer. Donc, on avait, entre autres, un logiciel pour mettre à jour les cartes marines. Okay. Et on est tous des développeurs. La plupart n'ont pas de bateau. C'était beaucoup... T'avais pas de bateau? J'avais pas de bateau. Tu t'habillais pas comme ça? Non. OK. Pas encore. Ça s'en venait. Ça s'en venait. Mais, tu sais, c'était beaucoup entre 25 et 35 ans. Jamais personne n'avait été sur un paquebot, alors que c'était la majorité de notre clientèle. Hein? Donc, à un moment donné, je pense que c'était dans une foire, il y a des foires à l'emploi, je pense qu'il y avait une foire pour le milieu maritime, quelque part dans le monde, en Allemagne, je sais pas trop, ou ça devait être en tout cas, je sais pas trop. Il y a quelqu'un qui avait déjà travaillé sur un bateau, qui se passionnait pour la technologie et le développement, qui a rencontré mon VP. OK. Puis il a fait comme... Ça me le prend. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Aucune idée. On l'embauche. Il connaît la vie de bateau mur à mur. La valeur qu'il va apporter, c'est incroyable. Ben oui. Ça, c'est sa maîtrise. Ouais. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont... Puis le gars, il venait... il avait étudié à Montréal, mais tu sais, il venait d'ailleurs dans le monde. Tu sais, c'était vraiment un gars qui avait tout fait. Là, il était en bateau. Il a fait le monde au complet. Puis il arrive ici à Montréal, puis il refait ses études, puis je me repars à Montréal, puis je vais aller en informatique. Donc, ils l'ont embauché. Ils ont fait, regarde, t'acceptes-tu ce salaire-là? Oui, parfait. Tu rentres lundi, tu rencontres mes 5 managers, parle au monde, on se reparle dans 2 semaines, tu me proposes où est-ce que tu peux amener le plus de valeur. Ouais. Non, où est-ce que tu vas amener le plus de valeur pour l'entreprise? Ouais. Les gens vont te le dire de quoi ils ont besoin, puis tout ce que tu es capable de rapporter,
on va faire un post avec ça. Wow. Hey, c'était magnifique. C'est excellent. Magnifique. Très bel exemple. Il est resté là longtemps, c'est ça? Il était encore parti il était encore là quand j'étais parti. Donc, OK. Mais donc, ça s'appelait Marine Press du Canada. Maintenant, ça a fusionné avec une autre entreprise. Ça s'appelle One Ocean. OK. Et il y a encore beaucoup de monde, quand j'étais manager là-bas, qui sont encore là. Intéressant. C'est Wow. intéressant à voir, ouais. L'autre exemple qu'on voulait donner, c'est Valve. Oui. Donc, la compagnie qui fait Steam, hein, la plateforme pour Oui. acheter et jouer Donc, des jeux vidéo. C'est ça. Puis ils avaient fait un des jeux célèbres qu'ils avaient fait, c'est Half-Life. Ouais, Half-Life. Mm. En effet. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ça, puis Maurice en a parlé plusieurs fois, je pense, c'était, il faisait une espèce de marketplace de projets. Donc, à chaque trimestre, Ouais. voici les projets qu'on aimerait entamer dans le prochain trimestre. Ouais. Et les gens, attendez-vous bien, ils pouvaient choisir sur quel projet travailler. Mais c'est pas ça. C'est que les projets qui n'avaient pas de preneur, on les flochait. Exact. Non, en fait, l'autre chose, c'est que ils se formaient des équipes autour de certains leaders. Ouais. Fait que les gens pouvaient dire, OK, ben moi, j'ai envie de travailler sur ce projet-là et surtout envie de travailler avec ce leader-là. Puis c'est comme ça que les équipes se formaient. Et ben, de la vraie effectivement, autogestion. Ouais, exact. Puis il y avait effectivement des projets qui étaient simplement abandonnés parce que personne ne voulait travailler là-dessus. Imagine une compagnie, là, imaginez vous autres, là, la compagnie où vous travaillez, OK, rouvre des projets, hein, vous propose des projets, puis si personne les prend, on les fait pas. Ouais, puis quand je parlais de leaders, c'était pas des gens qui avaient un titre, là, c'était Des leaders émergents. Là, des leaders émergents. Qui étaient donc, choisis par les autres. et ce que ça veut dire aussi, c'est que si certains dits leaders se retrouvaient à avoir personne qui voulait travailler avec eux, ben là, à ce moment-là, ils perdaient leur rôle de Ça en leader. disait long sur leur leadership. Ben, c'est ça. Fait que soit qu'ils se ralliaient à un autre leader, puis ils travaillaient avec eux, ou bien probablement quittaient l'entreprise. Ouais. La dernière valeur, celle qu'on a voulu ajouter, nous, à cette liste-là, parce qu'on trouvait qu'elle manquait. Ouais. On s'entend, c'est 100% Maurice, là. Ben, de même, c'est lui. C'est que lui, il proposait qu'on arrête de compter les heures travaillées, hein, puis qu'on mesure plutôt que les heures, la valeur puis l'impact du travail que tu as fait. Ben oui. Ça veut dire que être occupé, c'est admettre qu'être occupé n'a aucune valeur. Ben, le but dans la vie, au travail, le but, c'est pas d'être occupé parce que c'est facile de s'occuper Non, mais puis créer pas de valeur. si t'as rien à faire, Pierre, là, passe le balai, là. Ouais, fais semblant d'être occupé, là. Moi, j'ai déjà entendu ça, là. Ouais, les clients n'aimeront pas ça. Ben, c'est ça, dans des usines. des usines, là, des manufactures. Des magasins aussi. Ouais, t'as rien à faire, fais semblant d'être occupé, là, parce que si le boss te voit, ça regarde mal pour nous. Fait que moi, je peux être occupé, hein. Je peux être occupé pendant 8 heures à verser, comme dit ça, c'est l'exemple de Maurice, hein, verser un contenu d'un verre de rhum dans l'autre. Le café, hein, le café. Et j'ai créé aucune valeur. Là. Donc, ça sert à rien d'être occupé. Être occupé, c'est pas... Il y a personne qui va se souvenir, là, à votre mort, là. Hey, lui, était-tu occupé dans sa vie? Non, les gens vont se souvenir de quel impact vous avez eu. C'est quoi que vous avez... Qu'est-ce que vous avez créé? C'est quoi les traces que vous laissez? Parce donc, que veut pas, le 40 heures, c'est pour avoir un résultat. Mais on mesure beaucoup plus le 40 heures que le résultat. Et pourtant, ce qui est magique sur cette planète Terre, c'est que le temps, c'est une constante. Ah! On a 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année. Pourquoi est-ce qu'on en fait une variable? C'est pas variable. On a environ 2000 quelques heures de travail par année. Comme travailleur, là, c'est ça, c'est environ 2000 heures. Sac d'on, va. Tabarnak! Bon, c'était pour Sophie. Je t'ai tout à fait raison, Pierre. Ce qui est variable, c'est justement, c'est combien de valeur on est capable de livrer dans un mois, dans un trimestre, dans une année. Et c'est ça qu'il faut mesurer. C'est quoi l'impact? C'est quoi la valeur qu'on livre? Est-ce que les clients sont heureux? Les clients, ils s'en foutent, là, combien j'ai travaillé d'heures. Le client, il veut pas le savoir. Donc, traditionnellement, on compte les heures, puis on est rémunéré en heures, en argent selon la quantité d'heures. Ouais. Dans une entreprise qui est orientée vers les résultats, les employés sont jugés sur les résultats qu'ils produisent, hein, qui sont en comparaison avec ce qui est attendu, puis plutôt que le nombre d'heures. C'est compliqué, là.
Ben, puis au bout du compte, la personne est payée quand même, il y a un salaire horaire ou annuel, peu importe, on s'en fout, on est payé pour notre temps. Ouais. Mais on devrait pas être évalué sur le temps à travailler, ça n'a pas de sens. Il faut être évalué sur la sortie, le output. L'outcome. L'outcome, ouais, c'est ça. Mais si on dira ce qu'on voudra, on s'entend, c'est la principale source de bullshit job, là. Ah, c'est clair. Parce que, écoute, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en 4 jours et quart. Là, j'ai le choix. Commencer une autre semaine. Tu comprends-tu? Ou faire semblant de travailler parce que, clairement, la job ne laisserait pas aller chez nous. Puis, c'est pas rare, on entend des entrepreneurs là, qui disent « Moi, je compte pas mes heures. » Pourquoi ils comptent pas leurs heures? Hein? Parce qu'ils travaillent quand ils veulent. Mais parce que ils ont du plaisir. Puis 2, ils savent qu'ils ont réussi quelque chose, ils ont terminé un objectif qui s'était donné. Donc, ils ont eu un impact, ils ont créé une valeur, soit pour leurs clients ou pour eux-mêmes dans leur développement d'entreprise. Et donc, ils savent quand s'arrêter, mais ils comptent pas leurs heures parce que ils ont probablement du plaisir à le faire et probablement qu'ils ont des objectifs à atteindre qui se donnent à eux-mêmes. Le but dans la vie, c'est pas de travailler pour travailler. Le but, c'est de travailler pour créer quelque chose. Tout ça, évidemment, on parle de flexibilité, hein, parce que tu travailles quand tu es le plus productif. Ben, idéalement, tu travailles quand tu es réveillé. Oui. Mais tu sais, il y en a qui c'est, regarde, moi, le matin, je suis super productif, là, ou des fois en fin d'après-midi, mais entre 10h et 2h, là, je sers à rien, là. J'ai de la misère, là. Ben, j'ai pas le choix, je me pointe au meeting, puis je suis là, mais... Puis chaque personne est différente. Il y en a qui se lèvent à 4h du matin, qui s'en vont faire du jogging, peu importe, et ils sont frais et dispo à 6h, 7h, commencent leur travail. Ben, on va pas leur demander de rester là jusqu'à 5h le soir, 6h le soir, 7h le soir. Puis il y en a d'autres qui sont plus productifs plus tard dans la journée. C'est correct. Ouais. Fait que là, il y a la dimension le moment où on travaille. Il y a aussi la dimension de l'endroit. Ouais. Les autres aussi préconisent beaucoup que moi, je disais souvent ça quand je passais des gens d'entrevue. Tu sais, honnêtement, moi, je crois que tu travailles dans le métro ou en haut de la tour du CN, même si le résultat est atteint. Ça m'en fout, là. Il n'y a rien, aucune variable dans le travail qui dit où est-ce que ça doit être fait. T'imagines-tu qu'on imposerait à des astronomes de travailler de 9 à 5? Elle est bonne. Fait que tout ça amène à une augmentation de l'engagement, on s'entend, la satisfaction, la productivité en général aussi. Puis tout le monde est plus responsable parce que veut pas, tu es responsable du résultat, pas du temps. Hein? Donc, il faut que ça soit fait. Comment et quand, c'est une autre chose. Exact. L'exemple que j'ai à donner, ben, en fait, c'est que il y a eu une expérience qui s'est faite de tous les endroits chez Best Buy. Best Buy? Oui, Best Buy par une équipe qui ont essayé ça. On va arrêter de compter le temps, puis on va viser des objectifs. Puis si les objectifs sont atteints, ben on s'en fout du temps. Là. Fuck votre feuille de temps. Donc, je sais pas si ça existe en Europe. Best Buy, c'est une chaîne d'origine américaine des électroménagers, des électroniques. L'électronique, jeux vidéo, films et tout ça. C'est un petit peu en déclin. Mais c'est encore très actif en ligne. Ouais, c'est ça. Les gens, ils se rabattent sur les achats en ligne, mais ils ont, Best Buy, ils ont des grandes surfaces dans le domaine de l'électronique. Les ordinateurs, les appareils photo. Et la petite équipe, ben, elle a récolté des résultats assez intéressants au point où l'une de ceux qui ont fait l'expérience, elle a écrit un livre sur le sujet, est allée s'associer avec d'autres gens. Ils ont créé une compagnie qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Mais, j'ai oublié le nom, ouais. Non, c'est pas ça de la compagnie. je me souviens pas du nom de la compagnie. Ils ont écrit un livre, Work Sucks and How to Fix It. C'est The Result Only Revolution, quelque chose comme ça. Maurice me l'avait prêté, je l'ai encore ici. Donc, ils ont inventé essentiellement une certification. Hein? Ils aident les entreprises à devenir Result Only Work Environment, ROWE. Donc, les gens décident où et quand travailler du moment que les résultats sont atteints. Il y a une augmentation de l'imputabilité. Fait que tu fais plus botcher, là. Ton résultat, il faut qu'il soit atteint. Mais c'est ça. Les gens ils remarquent chez leurs clients
des grandes augmentations de l'engagement. Bon, Très c'est bien. intéressant. Et ça, c'est ça les 9 tendances qu'on vous propose pour devenir plus progressif. Pierre, c'est incroyable. Je regarde mon minuteur et ça va faire 1 heure pile dans 45 secondes. C'est incroyable. Hey, on est bon. Hey, on a fait ça, on visait une demi-heure. Fait que, hein? On est bon, on est pas pire. Là, es-tu satisfait de l'impact basé sur ton heure de travail? On va voir qu'est-ce que les gens vont dire. Hein? Ça va-tu changer votre vie, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que ça vous tente, là, puis que vous voulez? Moi, honnêtement, je vois déjà le projet, là. Ce que je travaille, là. Ça me démange depuis que j'ai pas ça. Si tu veux. Fait que, on a bien essayé avec GoPirate, mais non, il marchait pas. Ça me fait de la peine. Pas grave. On va en créer des places qu'on peut faire ça, Pierre. Yes. Les pirates, j'espère que vous avez apprécié. By the way, Corporate Trouble, c'est un livre qu'on peut acheter. Il y a Oui. un site web aussi, beaucoup d'articles en ligne. Un délice à lire, puis comme je vous dis, ben, ça se peut que ça mette en évidence les affaires qui vous dérangent au travail, mais à vos risques et périls. Puis si jamais vous voulez discuter d'une des tendances ou de plusieurs des tendances avec nous, ben n'hésitez pas à communiquer avec nous sur LinkedIn. Ouais, puis on peut aussi en parler sur GoPirate, le canal Discord. Et ça, c'est accessible seulement au... Ben, il faut aller sur patreon.com/GoPirate Canada pour devenir membre. Et c'est ça, faut s'abonner, devenir membre. C'est tout. À partir de 5$ par mois. 5$ par mois, c'est pour nous donner un grog. C'est juste pour nous encourager. Ah oui. Mais tu as accès à Discord aussi. Ouais, ben c'est parfait, ça je disais. Allez, pirates, on se voit la prochaine. Ah, on approche de la 200e, Pierre. Oui, puis on a une surprise pour la 200e, on va pas le dire aujourd'hui. Allez, les amis. À bientôt!